Alors il est temps d'aborder la question que nous avons choisi de poser aux intervenants que je vais appeler à notre tribune, Philippe Bessé, Pierre-Olivier Variot, le docteur Agnès Gianotti, David Cyr et Éric Millon. Voilà, donc on a choisi de poser la question aux intervenants de notre table ronde et à vous-même, bien sûr, puisque vous aurez comme d'habitude l'occasion d'interpeller notre tribune. La question, c'est les nouvelles missions du pharmacien ou la délégation de tâches ou le partage de compétences. Vous nous direz, messieurs, dames, ce que vous choisissez comme expression. Ces missions, donc, sont-elles une charge ou un atout pour l'officine? Alors, vous me direz, cette question, on se la pose déjà depuis un petit bout de temps. Mais justement, je voudrais qu'on l'aborde aujourd'hui d'une façon un peu différente, plus détaillée, plus précise. On sait que les experts comptables se cassent les dents depuis un moment sur cette problématique de la rentabilité des nouveaux services. Les pharmaciens eux-mêmes, à en croire les résultats de l'enquête menée par notre partenaire GMG, Call Medical, dont vous avez trouvé les résultats sur votre siège ce matin, les pharmaciens eux-mêmes savent assez mal répondre à cette question puisqu'ils sont seulement 30% à savoir évaluer ce que leur rapportent les missions dans lesquelles ils sont engagés. Pourtant, on commence à y voir un peu plus clair sur les profits générés par ces activités, même si tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont assez modestes et largement minoritaires dans la rémunération du réseau. L'analyse, en fait, de cette rentabilité, elle est un peu plus complexe qu'une simple lecture de bilan comptable, car au-delà de la rémunération directe, il y a aussi quelques bénéfices indirects apportés par ces missions. On en a parlé tout à l'heure, la fidélisation, l'augmentation du flux de clients, voire la captation peut-être d'une nouvelle clientèle. Et puis, il y a aussi, moins palpable, plus crypté, plus immatériel, cette valeur symbolique des nouvelles missions, la nouvelle dimension qu'elle donne à l'acte pharmaceutique et à travers elle à l'image même de professionnel de santé du pharmacien. De tout cela, alors comment on va valoriser justement cette plus-value professionnelle? Nous allons en débattre, bien sûr, et sans occulter, bien sûr, le poids, la charge que ces nouveaux services font peser sur les officines en termes d'équipement, de formation ou d'effectifs. Et puis, nous ne pouvons pas parler de partage de compétences sans évoquer, bien sûr, l'interprofessionnalité et l'exercice coordonné. Nous verrons donc jusqu'où ces nouvelles missions pourraient encore se développer sans altérer la qualité de la coopération, voire même en l'améliorant, pourquoi pas. Jusqu'où les pharmaciens pourront aller pour libérer encore du temps médical, ménager des économies pour le système de santé, sans se fâcher avec les autres professionnels. Pour débattre, nous avons réuni aujourd'hui Philippe Bessé, alors dans le désordre, mais ce n'est pas très grave. Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, Pierre-Olivier Variot, président de l'USPO, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Nous sommes ravis d'accueillir aussi une femme et un médecin, une double rareté à cette tribune, qui mérite d'être soulignée, en la personne du docteur Agnès Gianotti, présidente du syndicat MG France. David Cyr sera notre monsieur Chiffre, si on peut résumer ça comme ça, directeur général adjoint de Gers Data. Et enfin, Éric Millon, tout au bout à gauche de la tribune, préside la CPTS Paris 8 et également secrétaire général de l'Union nationale des pharmacies de France. Alors, on va commencer tout de suite. Philippe Bessé, si je me tourne vers vous, déjà pour faire un petit point, si vous voulez bien, de sémantique. Vous préférez parler, je crois, de coopération plutôt que de délégation. Est-ce que vous pourrez nous dire pourquoi? Et puis aussi, comment s'inscrivent selon vous ces nouveaux actes, ces nouvelles missions dans le parcours de soins? Oui, tout à fait. Pour répondre précisément à la question, je préfère effectivement parler de coopération et de partage d'actes, partage de compétences, que de délégation s'agissant du pharmacien. En fait, la délégation, c'est assez simple. C'est un acte qui, enfin vous le comprenez avec le mot, suppose d'avoir un délégant et un délégué. Donc il y a un responsable, un délégant, et quelqu'un qui fait à sa place l'acte, qui est le délégué.
Voilà. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien dans les cabinets médicaux notamment, avec un certain nombre, et Agnès le dira mieux que moi, avec un certain nombre de professionnels, notamment les infirmiers, avec certaines spécialités, notamment les infirmiers azalés ou les IPA, notamment, mais pas que. Voilà. Donc ça, c'est la délégation. Le partage de compétences et la coopération, ça suppose que le professionnel de santé qui va faire l'acte en a d'une part la formation, qu'il est compétent pour le faire, compétence au sens de formation et de savoir-faire, et également la compétence à savoir du droit. Voilà. Quand on dit qu'un conseil départemental a la compétence sur les collèges, ça ne veut pas dire qu'il a le savoir, ça veut dire qu'il a le droit. Enfin, il s'occupe de quelque chose. Voilà. Donc là, dans la coopération, une fois que le professionnel de santé est formé et qu'il est en capacité de faire l'acte, se pose la question du partage de l'information avec les autres professionnels autour du patient, au premier rang desquels le médecin traitant du patient. Puisque le médecin traitant du patient doit avoir la vision globale sur ce qu'ont fait les confrères, enfin les autres professionnels de santé au moment où il a son acte. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore complètement craqué, parce que ce n'est pas fait de façon simple. C'est-à-dire qu'en fait, soit on l'envoie en messagerie sécurisée de santé et on prend le risque d'être intrusif chez le professionnel, chez le médecin traitant, parce que certains sont ravis d'avoir nos comptes rendus et d'autres disent mais pourquoi tu m'envoies ça, je veux pas le savoir en fait. C'est pas, on a ces réactions-là. Et nous, on dit que la meilleure méthode, c'est de le mettre dans un dossier partagé, mais à condition que ce dossier partagé s'affiche et que ce soit simple d'utilisation pour le docteur qui va l'utiliser après. Donc on est à un début de l'histoire. J'ai répondu juste à la question pourquoi c'est pas délégation s'agissant du pharmacien dans les actes nouveaux dont on va parler aujourd'hui. C'est bien des actes qui sont autonomes, c'est-à-dire qu'en fait qui ne nécessitent pas de prescription du médecin. Alors en revanche, il y a des actes qui peuvent être délégués et dans certains cas, et là nous on les accepte aussi, pourquoi pas. Par exemple, l'ordonnance conditionnelle. Ça c'est clairement une délégation. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin, quand il prescrit un antibiotique pour un patient dont il a fait le diagnostic d'une angine, il peut se dire normalement, je devrais faire un TROD pour l'angine. Et il se dit, finalement, je ne vais pas le faire et je vais déléguer cet acte au pharmacien. Et donc, il va dire sur l'ordonnance, en prescription, en délégation, il va dire, voilà, on prescrit cet antibiotique sous condition de TROD positif réalisé par le pharmacien. Ça, c'est de la délégation. Et c'est très pratiqué, notamment chez les médecins qui font de la télémédecine. Assez peu chez les médecins traitants de ville, mais quasi systématique pour les ordonnances de télémédecine, puisque les médecins, par construction, ne peuvent pas faire le TROD, ils ne voient pas la personne, et donc ils se rassurent en déléguant au pharmacien la réalisation du TROD. Voilà la différence entre les deux délégants par construction. Il y a un délégant, un délégué, partage de compétences. Il n'y a pas de prescription de l'acte. Je ne dis pas que je suis pour l'un ou pour l'autre. Je dis que dans de nombreux cas, c'est mieux le partage de compétences. Et dans certains cas, c'est très utile la délégation. Et sur le deuxième point, comment s'inscrivent ces actes dans le parcours de soins, et puis aussi la question qu'on se pose, est-ce que c'est un atout, c'est un investissement pour un officinal Oui, c'est un atout, un investissement. En fait, on a, de façon générale, la nation, par l'impôt que nous payons tous, investit dans la formation de docteurs en pharmacie, assez massivement quand même, avec une formation qui est une formation qui est à la fois scientifique et médicale, pas du tout économique, avec 6 ans d'études. Et donc, c'est dommage de sous-utiliser ces professionnels. Donc, ces professionnels, ils ont une possibilité de faire pas mal de choses. Et moi, depuis mon jeune âge, en fait, je suis vieux maintenant, mais depuis que j'étais à l'association des étudiants, je milite pour que cette formation qu'on fasse à la faculté serve à quelque chose dans la vraie vie.
et qu'on ne fasse pas uniquement du commerce, puisque sinon, il faut changer nos études. Il faut faire du business à la place de faire des soins et de la médecine et du scientifique. Voilà. Donc je pense que c'est notre rôle dans la vie, et je ne me pose pas tellement la question comme elle a été posée. La question, est-ce qu'on est utile dans le parcours de soins ou pas? Et est-ce qu'on correspond? Parce que la pharmacie française, depuis les druides, elle a vachement évolué. Hein. Et elle a une constante, c'est qu'elle est en proximité, elle est une porte ouverte sur la ville, sur les gens, et elle s'adapte aux besoins. Elle s'adapte aux besoins, en permanence. Et les besoins, ils évoluent. Au 19e siècle, on avait besoin d'un pharmacien qui fabriquait les médicaments. On a inventé, parce qu'on est très imaginatif, l'industrie pharmaceutique. Donc du coup, on n'a plus besoin des pharmaciens d'officine pour fabriquer les médicaments. Vous avez repéré ça? Si, un peu quand même. Quelques-uns. Tu reviendras. Mais plus trop, on va dire. Donc l'industrie pharmaceutique remplace ça. Donc du coup, on a dégagé du temps pour faire autre chose. Et donc ça s'est passé, on s'est rendu compte avec en quelques dizaines d'années que finalement on était devenu faire un métier de distribution, et on s'est dit mais mince, c'est pas tout à fait notre rôle, et donc on est sur cet acte-là. De plus, et j'insiste sur un mot que j'ai pas employé encore, mais qui pour moi est majeur, c'est la prévention. Et la prévention, c'est primaire notamment, c'est quelque chose qui est vraiment qui doit être pris en main par les pharmaciens, parce que nous sommes les premiers acteurs professionnels de santé, vraiment les premiers acteurs professionnels de santé qui voient des gens qui ne sont pas malades. Forcément. On voit des gens qui viennent chercher des produits d'hygiène, on voit des gens qui viennent... On voit un nombre important de personnes qui arrivent en pharmacie et qui ne sont pas forcément malades. Un docteur, traditionnellement, est vu par des gens qui viennent le voir parce qu'ils ont un problème, un souci. Alors, ils sont les champions de la prévention secondaire. C'est qu'en fait, ils se servent de l'accueil de ce patient en disant « Ok, tu viens me voir pour ça, mais je repère que tu as 25 ans et donc où tu en es ta vaccination. » Donc ça, mais en fait, ils voient les gens qui viennent pour un motif. Nous, on voit des gens qui ne viennent pas forcément pour un motif de santé. Donc on est un acteur majeur là-dessus. On l'a vu dans la distribution des protections, on le voit dans la vaccination, et on le voit dans les dépistages. Donc les dépistages sur population large, comme par exemple sur le cancer colorectal ou autre, c'est très intéressant de pouvoir... voilà. Et dernier point que je voudrais ajouter, et puis je ne vais pas monopoliser la parole, c'est que dans notre vision des choses, ça doit... Toutes ces nouvelles missions ont un lien avec le médicament. Parce qu'à la fin des fins, ça parle du médicament, de nouvelle mission. La vaccination a besoin du médicament vaccin. La prise en charge par des tests de l'angine de cystite débouche sur oui ou non, faut-il mettre en place un médicament antibiotique. Les entretiens de bilan de médication partagé ou autre ont trait à savoir si le traitement est correctement suivi, observé correctement, avec un compte rendu à faire au médecin traitant, mais ça a trait toujours aux médicaments. Nous, dans enfin, on le sait, on a quelques désaccords internes là-dessus. Moi, je suis très fier de notre acte. Moi, je ne souhaite pas utiliser le mot de prescription. Je parle de dispensation protocolisée. En fait, notre acte à nous, c'est dispenser le médicament. Alors, le paracétamol, par exemple, le Doliprane, Efferalgan, enfin, Dafalgan, je ne veux pas vexer personne, ce sont des médicaments que le pharmacien a le droit de dispenser. Et le Code de la santé publique est très précis là-dessus. Le Code de la santé publique, il dit que le pharmacien a un devoir particulier de conseil quand il n'y a pas de prescription. En fait, on a plus de responsabilité quand le prescripteur, quand le médecin n'a pas prescrit et que le patient nous demande directement un médicament, on a un devoir particulier de conseil. Donc,
clairement, on a Neres a fait une étude là-dessus par rapport versus les autres pays d'Europe. On a, je fais de la pub pour tout le monde aujourd'hui. On a trouvé une centaine de médicaments supplémentaires dans les autres pays européens qui sont délistés, donc qui sont dans l'arsenal thérapeutique des patients directement et donc disponibles en pharmacie dans les autres pays, qui ne sont pas en France. On parle de triptan, on parle de médicaments de ce type-là. Bon, moi, on réévalue tout ça. Vous voyez, à l'inverse, on a eu la codéine qui était disponible sans ordonnance, qui est devenue listée. On discute actuellement de la pseudoéphédrine. On discute molécule par molécule. C'est vraiment le parcours patient qui compte pour nous. Et nous, on est très favorable à ce que le pharmacien soit très vigilant sur la façon dont il délivre le médicament. Et tous ces nouveaux actes, en fait, ne sont pas nouveaux. C'est la dispensation du médicament fait améliorer, upgradée, fait sous une différente forme. Et oui, évidemment, elle doit être rémunérée correctement. Je ne sais pas si j'aurai une question là-dessus, sinon j'y réponds de suite. On en parlera tout à l'heure. Alors j'y répondrai tout à l'heure. Alors j'enchaîne avec Pierre-Olivier Variot. À la délégation de tâches, vous préférez en fait le concept de partage de compétences, de travail en commun, pas sous les ordres d'un autre professionnel de santé, pas dans un lien de subordination, mais plutôt autour d'un coordinateur. Néanmoins, cette délégation de tâches, cette relation avec les autres professionnels de santé est chronophage et selon vous aussi un peu parfois même souvent trop formel ou trop formalisé. Résultat, il y a du temps passé, du temps qui passait aussi dans la formation et qui sont pas toujours assez rémunérés. On l'a vu tout à l'heure lors de la table ronde des experts comptables. L'officine rencontre aujourd'hui des difficultés économiques qui ne sont pas près de s'estomper. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment de s'impliquer plus que jamais dans la délégation de tâches, dans l'interprofessionnalité ? Alors, s'impliquer dans la délégation de tâches, je vais vous répondre non, puisque moi, c'est pas un mot que j'aime. Donc, je vais pas m'appliquer dans une délégation, mais dans un partage de compétences, dans un partage, une acquisition des compétences. Aujourd'hui, Philippe l'a dit, on investit dans la formation. Cette formation, elle permet aux jeunes d'avoir des compétences plus importantes que ce qu'on nous on avait. Nous, on va les acquérir par la formation continue. Et c'est cette acquisition de compétences, on la voit dans tous les métiers. Hier, j'étais avec un médecin généraliste qui maintenant pratique des IVG. Il me dit, moi, je le fais parce que on a transféré cette compétence-là et maintenant, je me suis formé, je le fais pour décharger un peu l'hôpital et décharger certains spécialistes. Ce transfert, il existe partout. Il va exister dans tous les systèmes. Le système de santé, on voit bien qu'il est il a un petit peu à bout de souffle, il pose des problèmes et on doit le réorganiser. La population vieillit, elle est de plus en plus demandeuse et naturellement, elle va nous demander, nous, pharmaciens, de prendre en charge des choses que d'autres professionnels ne peuvent pas, par manque de temps, par manque de disponibilité. Donc, oui, ces nouvelles missions, elles sont importantes, et je pense qu'il faut qu'on s'en empare. Et oui, on s'est trompé, il faut quand même le dire clairement. On a fait quelque chose de très, très formel, très académique. On peut parler du bilan partagé médication, on peut parler du bilan AVK, où voilà, c'est question 1, question 2, question 3, c'est tellement rébarbatif qu'on le fait plus. Voilà, ceux qui l'ont commencé le font plus, mais quand on en a fait un certain nombre, on arrive à prendre de la hauteur et à se rendre compte que ce qui est important, c'est certes l'analyse pharmacologique, mais ça on le fait à chaque dispensation, mais c'est aussi d'écouter le patient. Comment le patient il vit avec son traitement. Et quand vous avez des gens qui ne sont pas observants et que je lui dis, mais vous en avez parlé avec votre médecin ? Ah ben non, je ne veux pas lui dire, il est trop gentil. Et en fait, c'est ça le souci, c'est que certains nous disent parce on a un certain temps pour le faire, et on va prendre en charge ces à côté. Et le médecin, encore hier, moi, m'a demandé de faire un bilan AVK parce que le patient était perdu avec son AVK qu'on venait de lui instaurer. Donc oui, ce travail en groupe est important, ce travail en communauté autour du patient est important, mais ce qui est important, c'est que ce soit le patient qui choisisse. C'est le patient qui va choisir son médecin, bien évidemment, va choisir son infirmier, son pharmacien, son kiné, et c'est cette coordination autour du patient qui est fondamentale. Quant à l'économie, puisque c'est... Pour vous interrompre, excusez-moi, mais vous pensez aux ESCAP ? Entre autres, tout à fait. Mais l'ESCAP choisi par le patient. Pour ce qui est du volet économique, bien évidemment, quand on fait des formations qui coûtent de l'argent, eh bien, on va se dire, il faut, en termes de chef d'entreprise, et les comptables ne vont pas nous faire mentir, voir la rentabilité qu'on va avoir de ça. Et quand on fait une formation qui va coûter
un certain prix pour, quand on va prescrire les vaccins, par exemple, gagner 2,10 €, moi j'ai des confrères qui me disent, je le fais pas. Je le fais pas parce que pour 2,10 €, je vais pas prendre la responsabilité de prescrire. Alors, désolé, moi j'aime bien le mot prescrire. Va pas prendre la responsabilité de prescrire le vaccin et puis pour économiser, gagner 2,10 € et avoir dépensé 400 ou 450 € pour la formation, il va falloir que j'en fasse un certain nombre pour rentabiliser. Mais au-delà de ça, je pense que le facteur qui déclenche les choses, c'est le patient. C'est-à-dire que on a vu avec la vaccination, certains pharmaciens nous disent non, moi je veux pas vacciner, c'est pas mon boulot, j'ai pas été formé pour ça, j'ai pas signé pour ça. Et puis quand les patients viennent nous demander une fois, 2 fois, 3 fois, le pharmacien va dire ouais, maintenant, il faut que je le fasse. Et en fait, si le patient vient pas demander, bon, ben voilà, ça se fait pas. Et aujourd'hui, on a plus de 19 000 pharmacies qui vaccinent parce que les patients l'ont demandé. Donc, il faut aussi que ces nouvelles missions, elles soient portées par le pouvoir public. Si l'assurance maladie estime que les bilans de médication, c'est une bonne chose, et on sait que c'est ce qu'ils visent, il faut qu'ils en fassent la publicité. Il faut qu'ils disent aux pharmaciens, allez-y, faites-le. Il vient de le faire, mais il faut qu'il le fasse encore plus. Et si vous voulez, moi, je pense que quand vous avez des structures comme des EHPAD, où ils demandent systématiquement aux pharmaciens de faire un bilan, parce que pour lui, c'est important de connaître l'état, la photo, le médecin co veut connaître la photo du patient au moment de son entrée, ben, je pense que les patients doivent le faire. Et les patients doivent le demander, et le suivi doit se faire aux pharmaciens. Voilà. Quant au travail en coopération avec les autres professionnels de santé, c'est fondamental. On a besoin de tout le monde, on a besoin de discuter, et je pense que la meilleure coopération, c'est celle qui se fait quand le médecin ou l'infirmier passe à la pharmacie, puis ça s'installe autour d'un café ou pas d'un café, et qu'on discute du patient. C'est ça qui est le plus efficient. Et voilà, je voulais vraiment féliciter Agnès pour sa négociation conventionnelle, pour ce qu'elles ont réussi à faire. C'est fondamental voilà. Et je pense qu'en termes de coopération, ce serait bien qu'elles nous apprennent à négocier aussi bien qu'eux. À ta disposition. Alors, vous avez passé la main à votre consoeur médecin. Agnès Gianotti, vous êtes le médecin de service de cette tribune. Et pour vous aussi, ces délégations de tâches, vous préférez vous aussi les qualifier de coopération professionnelle. Mais surtout, ce que vous m'avez dit quand on a un petit peu préparé cette table ronde, c'est que pour vous, cette coopération, ce n'est ni un atout, ni une charge, c'est surtout du gâchis. Vous m'avez parlé de gâchis. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est un gâchis ? Ce que j'aimerais, c'est vous faire comprendre notre vision des choses et la réalité qu'on vit. Parce qu'effectivement, on voit chacun de là où on est. Et souvent, il y a des incompréhensions parce qu'on projette sur l'autre des choses qui ne sont pas dans la tête de l'autre. Pourquoi j'ai parlé de gâchis ? C'est parce que je pense qu'on a des soins primaires très riches en France, avec des professions différentes, des savoir-faire différents, des cadres d'exercice différents, et que chaque profession vraiment a un savoir-faire propre qui est complémentaire de celui des autres. Et là où je trouve qu'il y a du gâchis, c'est que cette complémentarité, elle n'est pas utilisée. Et je vous dirais franchement que j'en suis à un stade où je pense que tous les syndicats professionnels, quelle que soit la profession, ont été instrumentalisés par le pouvoir politique pour qu'on s'oppose les uns aux autres et pas qu'on travaille ensemble, alors qu'on est tous en difficulté. Les pharmaciens, vous êtes en difficulté, nous les médecins, on est en difficulté aussi. Donc on a besoin de s'entraider et pas de ferrailler sur des choses sans aucun intérêt. Et je pense que c'est un gâchis parce que ces savoir-faire spécifiques et ces cadres spécifiques, dans une pharmacie, il se passe plein de choses. Pas la même chose que dans un cabinet médical, mais c'est complémentaire. Et j'ai horreur de délégation de tâches, j'emploierai jamais ce mot. J'ai horreur de... Enfin, on se coordonne ou on coopère, voilà, point. Il n'y a pas de notion de hiérarchie. Et en tout cas, notre propos à MG France, c'est vraiment pas du corporatisme. C'est vraiment pas ça l'idée. L'idée, c'est comment on organise l'ensemble du système de santé au profit des patients et pour une efficacité. Il faut vraiment différencier un objectif de santé publique et un objectif politique. Et je trouve qu'on a été instrumentalisé par des objectifs politiques. Là où je parle de gâchis, c'est la prévention. On en parle depuis tout à l'heure. C'est essentiel, la prévention. On n'est pas très bon en France pour la prévention. Donc, améliorons-nous. Et Total, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une espèce de tableau Excel d'un entretien de prévention standardisé. C'est complètement idiot. On ne fait pas les mêmes choses, on ne voit pas les mêmes gens, on ne les voit pas dans les mêmes conditions, on ne fait pas les mêmes choses. Si on prenait par exemple la prévention des chutes chez le sujet âgé, c'est un exemple, je pourrais en prendre un autre, c'est pareil.
Je pense que chaque profession peut amener sa pierre, mais qui est spécifique. Le podologue va regarder les pieds, va vérifier que la personne tient debout. Le kiné va vérifier qu'il n'a pas de trouble de l'équilibre. L'infirmier va vérifier qu'il a bien mangé, qu'à domicile, les soins sont donnés comme il faut. Le pharmacien, parce que alors là, il y a un rôle sur la polymédication et la iatrogénie, peut vérifier qu'il ne prend pas 2 fois le truc, une fois donné par le cardio, une fois donné par nous. Nous, on regarde l'ensemble du truc. On a chacun un rôle à jouer. Donc, c'est pas du tout pour dire que ce soit que nous qui fassions de la prévention, c'est pas du tout ça le propos. Mais la prévention, ça impose que la spécificité des rôles soit utilisée dans le bon sens du terme et surtout une continuité. Je fais un bilan ou je sais pas quoi de prévention. Donc ça, bilan, c'est un peu ridicule parce que c'est quelque chose d'évolutif. Si je le fais au tenté qu'il n'y a pas de suivi, ça ne sert à rien. C'est de l'affichage politique. Donc, il faut arrêter aussi de jouer ce jeu-là, de faire des choses qui servent à rien. Alors, peut-être que économiquement, c'est viable. OK, pourquoi pas, je l'entends. Mais qu'est-ce qu'on veut ? On veut faire de la santé publique tous ensemble ou pas, quoi. Et je pense qu'on n'a pas assez pesé ensemble dans les décisions. C'est en ces termes-là que je parle de gâchis. Maintenant, sur les délégations de tâches, je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Quand je vous ai dit au téléphone... vous m'avez dit, ça vous fait gagner du temps quand même. Je vous ai dit, non, on en perd du temps. Vous êtes tombé de votre chaise. Et c'est là où, en fait, quand on veut aider quelqu'un, il faut lui poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? On sait tous ça. On ne va pas lui imposer une solution qui n'est pas choisie. L'objectif n'a jamais été de nous aider. Alors, il y a une étude anglaise qui vient de sortir là en septembre, qui est très intéressante parce que les Anglais sont très forts pour les enquêtes de santé publique en soins primaires. Nous, on n'est pas bon du tout. Mais les Anglais, ils ont fait une étude sur 10 ans avec je ne sais plus combien de millions de patients, d'actes et tout ça. Et ils ont vu qu'en 10 ans, pour la consultation du médecin généraliste, le temps de consultation a augmenté par patient de 48%. Et dans ces 48%, il y a 2 facteurs. La charge de travail administratif est passée de 16% à 30%. Et la multimorbidité est très impressionnante aussi, puisque les patients sans maladie chronique ont diminué, passant de 50% à 40%, en gros. Et donc, plus de 3 maladies chroniques sont passées de 9 à 16%. Et c'est eux qui représentent 34% de notre charge de travail. Ça, c'est dans tout le monde développé. Eux, ils ont fait une enquête poussée, mais pendant toutes les négos, j'ai dit ça à la CNAM, et ils ont entendu ce qu'on leur disait. Ils disaient, vous travaillez moins. Non, on travaille pas moins. Les patients, c'est pas les mêmes. Ils sont plus lourds, on fait plus de choses, et ça nous prend plus de temps. Donc là où on a besoin d'aide, c'est pour nous aider pour les patients compliqués. Les patients simples, ils nous sont relativement bien payés, ils nous prennent pas de temps. Après, celui qui pique, je m'en contrefous. Si ça arrive dans mon dossier sans que je fasse aucune manipulation et que je sais qu'il a eu son vaccin, ça me va très bien, quel que ce soit Pierre-Paul Jacques. Ça, c'est pas le problème qui pique. Mais aujourd'hui, j'ai pas vos vaccins dans mon dossier médical. Dans le dossier médical partagé, on ne peut pas mettre directement le vaccin, il faut générer un PDF. Donc c'est inutilisable aussi bien par vous que par moi. Donc ils ont lancé les choses sans avoir l'outil qui correspond. En tout cas, moi de mon côté, c'est comme ça. Oui. Cette question de l'échange de l'information, Philippe Besset l'évoquait tout à l'heure. Donc, vous êtes d'accord là-dessus ? En tout cas, tant que l'outil n'est pas opérationnel... Voilà, tant que l'outil n'est pas opérationnel, du coup, il n'y a pas de coordination, par définition. Et le dernier exemple, mais ça ne vous concerne pas, c'est les comptes rendus de radio. Ils ne les donnent plus aux gens. Les gens ils viennent avec des clichés. Où est le compte rendu ? Vous allez vous connecter sur un site internet. Tout ça, c'est du temps. Donc, en fait, cette délégation de tâches ou ce que vous voulez, ça nous rajoute du travail administratif, ça nous enlève des actes faciles et ça nous aide pas pour les patients lourds et complexes où c'est là qu'on a besoin d'aide. Donc c'est d'autres choses dont on a besoin. J'ai peut-être dépassé mon temps, ça vous intéresse, je vous expliquerai de quoi on a besoin. Vous allez me dire où est l'interprofessionnalité. C'est pas pour nous faire gagner du temps, c'est pour qu'on gagne ensemble de la qualité des soins. Et ça, là, c'est primordial. Donc faut répondre à la bonne question. La bonne question, c'est pas de nous faire gagner du temps médical. Là, c'est non, c'est raté. Mais c'est gagner de la qualité des soins pour les patients. Là, oui, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Et sur la question précise de la dispensation protocolisée cystite angine, mauvaise idée alors ? Ou alors il faudrait le faire autrement ?
on est victime d'injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'on nous dit, organisez-vous, faites le SAS, la PDSA, trouvez des consultations pour que les patients aient un accueil et une réponse médicale, et on s'organise pour ça. Et puis on nous dit, vous vous organisez, ok, mais on va faire sans vous. Donc c'est pour ça, il faut travailler ensemble, parce que si on nous demande une chose et son contraire, la profession a du mal à suivre. En tout cas, c'est pas ça qui nous fait ni perdre ni gagner du temps. Pourquoi pas? Mais ça se travaille ensemble. Or, ça n'a jamais été travaillé avec nous. Ça peut être bien fait par les pharmaciens? Ou même ça, vous Je ne mets pas en doute la qualité du travail des pharmaciens. Mon problème n'est vraiment pas là. Je mets en doute la qualité, les outils de coordination et de coopération, et donc l'inscription dans le parcours de soins, et la cohérence de l'ensemble du système. Et le fait que ce système ait été pensé sans les médecins généralistes. C'est-à-dire que c'est venu vraiment d'une décision ministérielle, voire présidentielle, mais il y a plein de choses, même d'autres sujets que ceux-là, où j'ai entendu qu'il y avait des annonces d'Attal qui vous avaient fait froid dans le dos. On en a eu aussi. C'est-à-dire que ça vient, paf, ça tombe, et débrouillez-vous avec ça. Et puis après, on habille. On dit c'est pour vous aider. Non, ça ne nous aide pas. Travaillons ensemble. Oui, on a besoin d'aide. Oui, on a besoin de travailler ensemble au profit des patients. Et je pense qu'il faut respecter les identités professionnelles et les cœurs de métier de chacun. Souvent, on imagine que le médecin traitant, c'est toute une série de petites tâches qu'on peut déléguer à droite et à gauche. Ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Celui qui pense ça ne comprend pas notre mission. Et si on fait perdre du sens aux médecins généralistes, le sens de leur profession, ils vont déplaquer, parce qu'on n'est pas loin du burn-out. On est une profession vraiment en souffrance, vous aussi. Et je pense qu'une pharmacie, si le médecin s'en va parce qu'il n'en peut plus, qu'il a que des patients lourds, qu'on lui enlève tout le travail un peu plus facile, ils vont s'en aller, tout simplement, et vous n'aurez plus le médecin d'à côté. Et les pharmacies vont être les premières à souffrir. Donc, franchement, respectons les cœurs de métier de chacun. Tu parlais du médicament. Je pense que vraiment, là, vous avez une aide que vous pouvez nous apporter. D'ailleurs, dans la dernière convention, on a une ligne sur une consultation longue. Alors, on a le temps de la mettre en place, c'est le 1er janvier 2026, donc il ne se précipite pas. On a tellement bataillé pour cette consultation longue. Et la phrase écrite, c'est « Elle s'appuie sur le bilan de médication prescrit par le médecin ». Il voulait que cette rémunération, c'est-à-dire cette consultation longue, ne soit versée que si le pharmacien faisait le bilan de médication. C'est-à-dire qu'il voulait mettre les médecins leur rémunération dépendant directement du pharmacien. Ça aurait mis de l'ambiance entre nos deux professions. Donc, on a obtenu à ce que ce soit s'appuie sur le bilan de médication prescrit par le médecin. Nous, on ne sait pas ce que c'est un bilan de médication. Donc, il va falloir qu'on travaille ensemble, déjà pour que vous nous l'expliquiez, parce qu'on pensait que c'était la même chose que ce qu'on faisait entre l'ordonnance du cardio, de l'endocrino, tout ça, mais j'ai compris que c'était autre chose. Donc, vous voyez, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc, comment travailler ensemble quand on ne parle pas le même langage ? Elle est bonne, l'ambiance, entre les généralistes et les pharmaciens? Qu'est-ce que vous en voyez? Sur le terrain, je pense qu'il y a zéro souci. Moi, j'ai traversé la rue. Mon pharmacien, il est en face de mon cabinet. Donc, j'arrête pas de traverser la rue toute la journée, moi. Parfaitement. Oui, voilà. Mais c'est le politique qui fait, comment dire, cet avantage symbolique où vous parlez du rôle du pharmacien qui est rehaussé parce qu'il en fait un peu plus. Nous, à chaque fois, on en fait un peu moins. Et donc, si vous attaquez une profession parce que le pharmacien en fera un peu plus, l'infirmier en fera un peu plus, je sais pas qui en fera un peu plus, et qu'à la fin, la profession, elle se reconnaît plus, je pense que c'est au détriment de chacun. Donc, respectons nos professions et travaillons ensemble. Merci. Merci Agnès Ionetti. David Cyr, vous avez été présenté comme l'homme des chiffres. Donc, je vais commencer par deux pourcentages qui émanent de cette enquête qu'on a fait réaliser. Près de la moitié des pharmaciens estiment que la délégation de tâches ou l'interprofessionnalité, comme on la nomme, c'est un budget. Ça représente un budget en personnel, en formation, en agencement aussi, parfois. Et 70% des pharmaciens ne savent pas évaluer les coûts qui en résultent. Pierre-Olivier Vario l'a dit, c'est aussi chronophage dans cette coordination, cette administration aussi, ces formulaires à remplir. Et on l'a vu, le temps officinal est cher.
Donc vous êtes le maître des tableaux de bord, hein, les chiffres n'ont pas de secret pour vous. Est-ce que vous êtes en mesure de chiffrer ce que cela coûte et ce que cela rapporte à l'officine? Déjà, je vous remercie beaucoup, ça me fait plaisir, avec beaucoup d'humilité, d'intervenir. Je retiens peut-être 2 mots avant d'entrer, la notion de... Je pense que ce qui a été créé aussi pour éviter le gâchis, pour reprendre le propos, et depuis les druides, c'est aussi le GERS, dans le sens langue vivante et partage de l'information. Et c'est vrai que, au regard de la première partie qui était quand même très chiffrée, du coup, et par respect quand même pour les experts comptables, je suis suffisamment moqueur sur plein de sujets, du coup, c'est plutôt eux les experts. Moi, je fais juste rajouter la petite cerise sur le gâteau. Mais le point, c'est de se dire, avant de savoir ce que ça coûte, c'est de savoir déjà le temps qu'on y passe et le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Pourquoi je veux dire ça? C'est qu'on l'a vu ce matin, quand on parle taux de TVA, aujourd'hui, on ne sait plus de quoi on parle. Quand on parle de délégation, on parle souvent médicaments, mais il y a aussi tout ce qui va être les dispositifs médicaux et l'accompagnement sur les dispositifs médicaux. Quand on parle TVA 5.5, le premier réflexe, même si ça a été abordé, on pense complément alimentaire. Or, la moitié du chiffre d'affaires en TVA 5.5, elle est portée par la prescription. Quand on pense TVA 20, on pense parapharmacie, dermocosmétique, un quart est porté par la prescription. Donc c'est vrai qu'il y a l'arbre qui cache la forêt qui sont les médicaments chers. Pour autant, on va le voir, l'idée c'est de se dire, indépendamment de ça, comment on peut apporter une solution. Au-delà du fait de dire, il y a cette difficulté de taux de TVA, qu'est-ce qu'on peut apporter pour que ce soit une langue vivante? Et donc on a travaillé avec Claude Bernard pour faire des univers, pour aider ou du moins contribuer à ce partage de valeur avec les experts comptables et toute la profession, de se dire, dans les univers, qu'est-ce qui est contributeur à la croissance? Qu'est-ce que je peux améliorer pour générer de la croissance au sens à la fois économique et à la fois santé publique? Parce qu'on est dans un contexte où, mine de rien, l'autre enjeu que va devoir créer le réseau officinal, c'est la gestion entre le microéconomique et le macro. Le chiffre d'affaires va augmenter au regard des médicaments, qu'on a évoqué, les médicaments chers, mais il y a aussi, d'un point de vue micro, l'impact des baisses de prix sur le médicament. Et vous le voyez, il y a la croissance des médicaments à plus de 1930. Alors c'est vrai que du coup, je mets la barre plus haut sur le médicament cher, on va dire onéreux pour reprendre le terme de tout à l'heure, était en forte croissance jusqu'à avril-mai. Et quand vous regardez les chiffres après l'été, on est quasiment à plus 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des médicaments qui étaient au-dessus de 1930 qui sont passés en dessous. Donc ponctuellement, je vais avoir une pharmacie qui dit mon chiffre d'affaires il baisse et l'impact sur la marge il va être modeste, pour pas dire rikiki. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, c'est la première année où les économies que souhaite faire l'État sur le médicament a dépassé les ambitions, puisqu'on était parti sur 850 millions d'économies sur le médicament, on dépasse déjà le 1 milliard. Et donc c'est vrai qu'à cette vitesse-là, quel impact? Et c'est vrai que quand on regarde les nouvelles missions, et là je vais être un peu provocateur, la pharmacie a une capacité d'adaptabilité qui est remarquable. Elle sait gérer ce que j'appelle moi dans la demande. La demande, l'organisation, la pharmacie, elle sait gérer. On l'a vu et on le voit sur l'angine, sur la cystite, la gestion de la demande. Pierre-Olivier parlait tout à l'heure de la vaccination. Je vous rappelle quand même qu'il y a 7-8 ans, quand on parlait de faire de la vaccination en pharmacie, tout le monde trouvait ça intéressant et tout le monde disait ça c'est bien pour l'autre. Moi, globalement, c'est pas mon dada, j'ai plein d'autres choses à faire. Aujourd'hui, la question ne se pose plus parce que la population en a besoin. Et comment je travaille cette pluridisciplinarité avec, je vais utiliser un autre terme que médecine générale, ce que moi, du coup, je préfère, c'est omnipraticien. Non, pas du tout. Bon, du coup, médecine générale, très bien. Bon, bah, alors, du coup, oubliez le terme, du coup, je le trouvais charmant, mais du coup, c'est très bien. Et on le voit sur la gestion de cet acte de prescription, vaccination, peu importe le terme qu'on lui donne, la pharmacie se l'approprie. On voit que sur l'entretien femme enceinte, ça se développe petit à petit, et l'enjeu qui va être sur la vaccination grippe cette année, c'est clairement comment on fait collectivement pour que la couverture vaccinale soit supérieure à l'année précédente. Et ça ne sera pas uniquement la gestion de la demande, mais ça va être aussi la gestion de l'offre et comment je le propose et comment je le mets en avant dans l'officine de manière à ce qu'on ait une amélioration de taux de couverture. Et c'est vrai que sur tous les bilans partagés de médication, et là je te rejoins, le pourcentage de pharmacies qui le font, c'est encore très très modeste. L'enjeu, c'est comment on le rend digérable. D'autant plus que, et c'est je crois la dernière, c'est
C'est globalement, on n'est pas loin, alors c'est vrai en médecine générale, on l'évoquait tout à l'heure, mais le côté folie collective, le côté burn-out, le côté pop-corn, on n'en est pas loin dans le réseau officinal. Au regard de tout ce que doit gérer le pharmacien au quotidien, la gestion des ruptures, la gestion des accords, de la trésorerie, les pénuries, la RH, tous ces éléments-là, avec une balance qui mélange le jaune au sens les nouvelles missions, elle parle au cœur, elle parle à l'envie de faire les choses, et elle se balance avec ce que pourrait mettre le bleu qui fait le vert de l'officine, avec ce sous contrainte que l'économie de mon entreprise pharmacie soit efficiente. Et donc la question c'est, quelle nouvelle mission est rentable et moins coûteuse? En fait, la question elle se pose pas. Comment je fais en sorte pour me les approprier dans le quotidien de manière à ce que l'entreprise pharmacie reste la plus rentable possible au sens entreprise du terme et au sens investissement. Aujourd'hui, voilà, le premier recours au sens accessibilité du terme, il est en pharmacie. Encore faut-il, et on avance là-dessus pour pouvoir mettre en place des études pour évaluer cette notion de prévention, cette notion d'économie sécurité sociale générée par ce que collectivement vous faites. Et c'est là où on va faire basculer le modèle. Maintenant, la question de est-ce qu'aujourd'hui c'est rentable de faire les nouvelles missions? Objectivement, la réponse au sens économique du terme, non. Est-ce que la pharmacie a le choix? Est-ce qu'elle doit le faire? De mon point de vue, qui fait que, comme tout bon sportif, que regarder, commenter le match en disant ils exagèrent, il ferait mieux de courir sur le terrain, la réponse elle est oui, il faut le faire. Merci beaucoup. Pierre-Olivier, vous vouliez... Non, pour compléter ce que David vient de dire et aussi ce que les comptables ont dit, je pense qu'il faut redégager du temps pharmaceutique pour des actions pharmaceutiques. Il faut libérer du temps qui ne peut ne pas être fait par des pharmaciens. On parlait des achats, les groupements font terriblement bien le travail. Libérons les achats, ne perdons plus de temps à recevoir des... Je suis désolé pour les laboratoires, mais les laboratoires pour ce temps-là. Un autre exemple qui est très chronophage, c'est le tiers payant. Aujourd'hui, trouvons un tiers payant qui soit efficient et qui ne coûte pas d'argent en temps alors, on en a ras-le-bol aussi de l'hyper chienlit que présente le tiers payant avec certaines mutuelles et certaines caisses, mais gagnons du temps pour libérer du temps pour faire ces nouvelles missions. Je vais me permettre une question à Agnès Gianotti. David Cyr vient de parler justement de cette notion d'équilibre. Donc c'est peut-être un peu trivial de vous poser cette question, mais est-ce que quand tout à l'heure vous évoquiez les cas simples, je suppose que c'est intellectuellement, humainement, bien sûr aussi que vous acceptez ces patients volontiers dans votre cabinet, mais est-ce que c'est aussi une question d'équilibre économique pour le cabinet ? C'est plus que ça. Oui, c'est une question d'équilibre économique, puisque avec un tarif de consultation égal, une angine m'est payée autant qu'une consultation d'un patient chronique à 5 motifs, comme j'en ai fait 18 hier matin. Donc effectivement, au point de vue équilibre économique, c'est fondamental. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on dit, attendez, vous êtes en train de nous déshabiller. Comme disait un de mes prédécesseurs, c'est la vente de la profession par appartement. C'est ça qui a eu lieu ces dernières années et qui continue. Et donc, s'il reste que le pas rentable, qui prend la tête parce que c'est compliqué, avec des patients en difficulté psychosociale et 50 motifs de consultation, on va tous déplaquer, on va tous aller faire autre chose. Et il n'y aura plus que du one-shot rentable avec des niches. C'est ça qui est en train... Il y a vraiment un choix politique. Est-ce qu'on veut répondre aux besoins de santé de la population ou est-ce qu'on veut faire un marché économiquement rentable pour certaines plateformes? Je vous entendais parler des plateformes. Nous, on se heurte à la même chose, avec des fuites de la profession vers des activités de ce genre-là. Donc il y a un choix politique à faire. On est vraiment au coin enfin, le choix est maintenant, quoi. Le choix politique est maintenant. Mais c'est même plus que ça. Parce que notre outil de travail, nous, les médecins généralistes traitants, c'est la continuité. Vous aussi, d'ailleurs. C'est le fait de connaître les gens, de les voir, de les revoir. Un jour, c'est pour un truc simple. Mais le jour où ils viendront avec quelque chose de beaucoup plus compliqué, il y a toutes les relations qu'on aura construites au fil du temps. Si on les voit que le jour où c'est un truc compliqué, on n'a pas cet outil de travail qui est l'essentiel. Et le mot parcours de soins, vraiment, ça c'est notre ligne rouge parce que c'est notre outil de travail principal et c'est ça souvent qui n'est pas compris et qui n'est pas vu. Donc c'est, oui, économique, mais pas que. Merci. Éric Millon, vous présidez la CPTS Paris 8 et vous aimez à rappeler, c'est un peu votre credo, à plusieurs on est plus fort, ce qui pourrait être aussi la profession de foi des acteurs de l'interpro.
Alors, justement, est-ce que l'exercice coordonné dans le cadre d'une CPTS est pour vous la solution qui permet de rendre moins pesant l'engagement dans une nouvelle mission, ou pour le dire autrement, est-ce que ça le rend plus rentable, pour revenir à la question de base? Alors, pour répondre à cette question, c'est sûr que pour moi, j'estime que l'Interpro, c'est le meilleur moyen d'avancer pour nos patients et de répondre à leurs besoins en santé. Moi, je pars du principe que le pharmacien peut encore préparer des médicaments, il peut personnaliser les soins, et c'est même une de ses forces. Le problème, c'est que malgré ça, on a quand même parfois des limites, et on a besoin d'autres professionnels de santé pour accompagner le patient comme il faut. Je rejoins Philippe sur le terme que la prévention est notre nouveau cheval de bataille pour demain continuer à être présent et indispensable auprès des patients. On le voit, il y a plein de projets digitaux, c'est super, les patients auront des produits. Mais par contre, pour un accompagnement et pour une présence et pour une formation sur leur santé, ils auront besoin de voir des gens. Et si le pharmacien ne se positionne pas, il aura perdu la bataille. Après, pourquoi l'Interpro est plus rentable à plusieurs ? Déjà parce qu'elle se base sur une certaine confiance. L'avantage de la CPTS, l'avantage des protocoles de dispensation, c'est que vous les avez faits ensemble. Chacun a donné ses limites, que ce soit le professionnel de santé pharmacien ou que ce soit le médecin. Donc on sait quand l'un renvoie à l'autre ou quand l'un peut faire sans l'autre. Et ça change tout. À partir du moment où la confiance est construite, vous pouvez abattre des montagnes et faire tout ce que vous voulez. Après, est-ce que c'est rentable ? Oui, ou tout du moins, ça l'était. Pourquoi est-ce que la DGOS a annulé, suite au passage du décret du 17 juin, qui généralise les cystites et les angines avec prescription, n'ayons pas peur, c'est le mot prescription, d'antibio en pharmacie, pourquoi avoir annulé l'action de protocole de dispensation qui se faisait en commun ? Puisque, 1, c'était économiquement plus rentable, et 2, il n'y avait pas de confrontation, puisque je ne piquais pas le patient du médecin, on partageait la rémunération et on continuait à avancer ensemble. Donc là, il y a un vrai souci politique qu'il va falloir résoudre, parce qu'on ne peut pas nous demander demain de monter des protocoles et d'avoir des expérimentations pertinentes pour se dire, soit elles ne fonctionnaient pas, ce qui peut arriver, soit quand elles fonctionnent, on les détruit. Ça ne peut pas marcher. Donc là, il y a vraiment un débat à avoir, et en tout cas, pour les 100 CPTS qui le faisaient et qui le faisaient bien, le débat reste là et la discussion va continuer. Après, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce qu'on répond aux besoins du territoire et qu'on le construit ensemble. Nous, des projets de protocoles de coopération, on en a des tonnes. On va mettre en place la prévention et le dépistage en insuffisance cardiaque à l'aide d'un dosage de NT-proBNP, de façon à être vraiment efficace. Pas un simple questionnaire EPOF. C'est chouette, mais ça ne suffit pas. Et comme on est en Interpro, on a derrière un labo de bio qui nous suit, on valide le dosage, et le patient, s'il y a besoin, est pris en charge par un cardiologue. On gagne énormément de temps, et on fera les travaux qu'il faut pour prouver qu'on gagne énormément d'argent. Quand on fait des programmes de prévention et de dépistage entre professionnels de santé de CPTS, à partir du moment où on s'est vus tous ensemble en Interpro une semaine avant, avec des spécialistes, des généralistes, des infirmiers, des kinés, des pharmaciens, et qu'ensuite on fait, comme on le fait nous, un programme de prévention diabète, où pendant une semaine on propose aux patients de tester leur taux de glycémie. Si j'ai juste pour dire à Madame Dupont, vous avez 3 grammes, c'est moche, ça ne me sert à rien. Si j'ai pas le portable d'un spécialiste en diabéto qui peut l'apprendre, ou à minima d'un généraliste, et en plus... À minima. Parce que, mais si, à 3 grammes, je préfère l'envoyer... Oui, mais ça dépend. Moi, quand on fait nos soirées, les spécialistes meurent d'envie de les voir en premier. Donc on s'organise, de toute façon, c'est pas très grave, ils se connaissent tous, ils les retrouvent après. C'est aussi ça l'avantage. Nous, c'est structuré, c'est coordonné entre nous. Et ensuite, vous avez aussi possibilité de trouver des médecins traitants. J'aurais jamais fait de dépistage de VIH en officine si j'avais pas un réseau derrière et des traders de chez AIDS. On peut vraiment mettre en place des choses incroyables. On a des sages-femmes qui aident les femmes à faire de l'autopalpation pour la prévention du cancer du sein. Et on a des projets, les gens font du vélo, ils tombent, ils se font mal, de premiers soins, de premiers secours avec la chirurgie de la main. Et j'ai appris qu'en chirurgie de la main, on a tendance à faire, excusez-moi l'expression, trop de la merde, on a trop tendance à vouloir trop nettoyer, trop fermer. C'est pas une bonne chose. Il vaut mieux savoir réorienter. Et on apprend énormément de choses. Donc oui, c'est hyper intéressant pour le patient. C'est pas inintéressant pour l'officine, parce que là aussi, les rémunérations, qu'il faudrait discuter, elles sont restées à 25 € alors que votre C est passé à 30. Ça, c'est quelque chose à voir, parce que quitte à se partager une somme, autant qu'elle soit... Mais parlons-en de l'argent, là. L'argent, c'est 25 €. Quand vous êtes sur un protocole de dispensation, il y a 25 € à se partager entre les acteurs qui ont décidé de le monter. Donc c'était le cas dans l'angine, la cystite. Nous, ce sera le cas demain quand on fera nos protocoles dans l'insuffisance cardiaque, quand on fera l'insuffisance rénale, quand on fera des protocoles sur la prise en charge des plaies, des petits soins, quand on fera la vaccination du voyageur. La vaccination du voyageur, ça m'intéresse, ça intéresse les médecins. Ils trouvent que c'est un peu trop long pour eux. C'est mes médecins, les miens, moi je parle que de mon territoire. C'est un peu trop long pour eux, c'est compliqué, ça les intéresse pas. Et moi, je leur ai dit très clairement, à 2,10 €, je prescris pas le vaccin. À 25 € qu'on se partage, ouais, c'est une bonne idée. On peut en parler. Ça, c'est malin. Donc on fait des choses simples, efficaces, cohérentes, qui sont économiquement intéressantes. Et, cerise sur le gâteau, pour trouver des nouvelles recrues que je ne peux pas payer, moi, Coef 600 quand ils sortent, au moins vous les intéressez intellectuellement. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et puis, il y a plein de sujets qui nous intéressent. On a fait une soirée sur les biosimilaires,
médecins, spécialistes, pharmaciens, et ben tout d'un coup, vous faites tomber les difficultés de compréhension, d'appréhension. Personne, parmi les médecins et les spécialistes présents, m'ont dit « Ah oui, j'avais pas vraiment compris que c'était ça, un biosimilaire. Finalement, c'est un peu complexe, mais finalement, tu as la main, et finalement, tu me connais, et je te connais, donc je te mettrai quand je veux pas que tu te substitues. Mais sur le reste, tu te débrouilles. » Donc ça crée un climat de confiance aussi, qui est hyper intéressant et que je peux que recommander. Après, on a une CPTS de taille 1, je ne sais pas si ça joue, mais en tout cas, ça rend plus fluide les choses, et c'est très agréable au quotidien. Les CPTS, justement, elles ont souvent été pointées pour leur lourdeur administrative, la lourdeur de fonctionnement. La solution des ESCAP, dont on parle beaucoup comme d'une solution plus souple, les équipes de soins coordonnées autour du patient, est-ce que c'est une solution qu'il faudrait privilégier? C'est peut-être pas à vous qu'il faut poser la question. Je vais juste dire qu'il y a une CPTS qui fonctionne. Non, parce que c'est plus facile quand vous avez déjà votre réseau de professionnels que vous connaissez, que vous avancez ensemble, c'est plus facile de se repasser, entre guillemets, sur l'expression des patients et de bosser ensemble que de partir from scratch et de recréer du réseau. Ça, c'est hyper long. Hein. Ça nous a quand même pris 2 ans. Ça se construit pas des novo. Ça nécessite beaucoup d'investissement en temps. Hein. C'est 2 soirs par semaine, une CPTS qui fonctionne. Il faut aimer, sinon ça marche pas. Mais c'est très valorisant à tous les niveaux. C'est valorisant pour les équipes, c'est valorisant pour les gens qui se rencontrent. On peut mettre en place plein d'autres activités. Et puis, il se trouve que là où je travaille, il y a beaucoup de mutuelles, que ça commence à intéresser. Peut-être que demain, on pourra réfléchir à un nouvel exercice, à un nouveau financement, à une nouvelle organisation. Et je crois que si on arrive à démontrer qu'on peut être efficace, on pourra être intéressant. Merci Eric. Vous vouliez réagir, Philippe? Non. Toujours, mais... Toujours, mais j'étais en train de me poser la question si je rentrais dans le débat des structures d'exercice coordonné, mais j'ai peur de vous noyer, donc je vais pas faire ça. Mais un jour, sur notre débat. Par contre, je vais revenir sur la rentabilité, parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Vas-y, je te laisse me poser la question. J'allais poser la question, puisque bon, c'est pas trivial de parler d'argent à la journée de l'économie, et sur cette question notamment de la rentabilité. Quand on a discuté un petit peu avant cette table ronde, vous m'avez dit... qu'il fallait comparer la rémunération des nouveaux actes en moyenne avec la dispensation classique, et que cette comparaison, elle était facile, c'était 15 contre 11 en moyenne. Vous pouvez nous repréciser ça? Exactement. Donc ça c'est important, parce qu'effectivement, si le pharmacien ne fait pas trop l'analyse de ce que lui coûte l'acte qu'il va faire, versus la réelle la rentabilité de cet acte. On le fait de façon macro. Il y a eu une parole de nos experts comptables tout à l'heure qui a été très intéressante pour dire qu'un pharmacien, un pharmacien adjoint coefficient coûtait 80 000 euros, et qu'un dispensateur dans l'officine pouvait ramener 105 000 euros. Voilà. Donc ça, c'était intéressant, parce que c'était ramené à une personne. Maintenant, si on le ramène à un acte, combien coûte l'acte et combien il rapporte? En moyenne, l'acte, il rapporte 11 euros. Voilà, un peu plus de 11 euros. Très peu plus qu'11 euros. Dans ces 11 euros, il y a tout. Hein. On a moyenné le nombre de dispensations, 600 millions de dispensations, et on a mis tout. Les remises génériques, la marge, les honoraires, les ROSP, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est à l'intérieur de ce truc-là. Et quand on divise une dispensation d'une prescription de médecin, ça rapporte à l'officine 11 euros. Médecin 30, nous 11. Le temps doit être donc plus court, parce que forcément c'est du temps homme qu'on paye pour ces 11 euros essentiellement. Donc c'est bien plus la structure de la pharmacie, etc. 11 euros, retenez ça. Je vous dis que la dispensation la plus rentable, c'est celle des produits chers de plus de 1930 ou pas? C'est là que je le dis. Parce que c'est 98 euros. Et qu'en réalité, le temps homme consacré à une délivrance, si on le compte comme ça, d'un médicament, d'un produit cher, c'est 98 euros versus 11 en moyenne. Voilà. Donc ça, c'est pour... Parce que comme les produits chers ont été très décriés, que j'ai même entendu que certains pharmaciens refusaient de les délivrer, si le risque qui est regardé, il faut regarder ASAFO, il y a un temps à faire, mais il y a un temps supplémentaire
de contrôle par rapport à ça, mais 98 € est fait pour réaliser cet acte-là. Et vous regarderez, ça me paraît être... Vous intégrez le temps dans l'équation de la rentabilité. Là, évidemment. Bien sûr. Évidemment, parce que c'est le temps... On parle souvent sans le temps. Non, c'est évidemment le temps qui est l'élément principal. Donc par rapport à ces actes, donc la prise en charge donc d'une angine ou d'une cystite, globalement, ça va... Si ça va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la dispensation protocolisée, en gros, sous contrôle, ça va rapporter 21 € à la pharmacie. Il n'y a pas photo. À condition que c'est un peu plus long quand même. C'est un peu plus long qu'une dispensation classique d'une prescription médicale, comme je l'ai dit. Il y a un questionnaire, il y a le TROD à réaliser, il y a ensuite la délivrance. Donc c'est 21 € versus 11. Et c'est moins que 98, hein, mais par contre, il y a un temps qui est supérieur. Donc pour moi, acte par acte, oui, il y a une rentabilité. Je suis d'accord avec ce que dit Agnès. Ça fait partie des actes les plus simples. Mais ils n'ont jamais voulu, eux, segmenter les actes. Mais s'ils avaient segmenté les actes, la consultation dont elle parle à plusieurs motifs aurait probablement été remboursée 60. Et ce genre de consultation aurait été, comme nous, remboursé 15. Donc effectivement, quand on moyenne à 30, si on leur enlève les actes sur lesquels en fait, ils font une marge en temps, je comprends la frustration qu'ils ont Bon, maintenant, ils ont une belle augmentation, donc ça peut se calmer, peut-être. On va peut-être... T'es jaloux? un peu. Mais c'est ça l'idée. Donc en fait, vous avez dit dans les bilans tout à l'heure, vous avez parlé de bilan, effectivement, c'est très petit, il n'y a pas beaucoup d'actes, etc. Mais acte par acte, oui, moi je prétends qu'il y a une rentabilité à faire cette dispensation. Et par ailleurs, et j'en ajouterai là, accidentellement, à partir du moment où on est identifié comme des gens qui savent faire du vélo, quand il faut faire du vélo, on fait du vélo. Et ça veut dire que quand il y a une pandémie et qu'on est identifié comme étant des acteurs qui savent faire ce genre d'actes, là, tout d'un coup, ça rapporte 1 milliard par an. Et donc, du coup, c'est pas nul. Macro, ce coup-ci. Donc, ça veut dire que je ne sais pas qu'est-ce que sera demain. Je ne sais pas si demain, on retrouvera en macro les actes que nous avons faits pendant les 2 années de Covid. Je ne pense pas. Probablement à un degré moindre. Mais moi, mon truc, c'est de vous dire, acte par acte, oui, c'est intéressant. Merci. Pierre-Olivier, vous vouliez parler. Juste pour revenir sur deux points. Les médicaments chers avec une marge à 98 €, c'est pas qu'une marge de dispensation. On a déjà nos honoraires pour dispenser. C'est aussi un poids économique. Le fait de commander, le fait de stocker, le fait de risquer de casser, le fait de risquer d'avoir un indu. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on a une boîte à 2000 € et qu'on gagne 98 €, il faut en vendre 20, pour ne serait-ce qu'égaliser la perte qu'on aura eue parce que la Sécu aura estimé que le tampon n'était pas bien placé ou la date n'était pas bien mise. Donc, c'est aussi ce poids-là. C'est pas qu'un poids. Ça. Et puis, sur les actes, il faut bien sûr se développer la prise en charge et l'exercice qu'on a, par exemple, sur la cystite, mais quand on dit il y a une rémunération à 21 €, faut savoir que la phosphomycine, si elle avait été prescrite par le médecin, on l'aurait quand même dispensée. Donc le delta, il n'est pas de 11 à 21, il est de 11 à 16, ou enfin à ce qu'on a fait, mais pas de 11 à 21. D'accord, oui, il faut également intégrer ça, effectivement. Tout à l'heure, vous avez parlé, Philippe Bessé et Agnès Gianotti, tous les deux, du problème de l'information, du partage de l'information. Il existe un outil qui s'appelle le DMP, il y a eu un Ségur, un outil qui est sophistiqué, qui a mis du temps à accoucher. Pourquoi ce partage d'informations n'est pas accessible, disponible, fonctionnel sur le DMP? Et qu'est-ce qui manque pour qu'il le devienne? Conceptuellement, rien. Et effectivement, mes confrères des groupements tout à l'heure ont été super ambitieux avec leur histoire de début 2025, parce que quand on a un peu l'habitude des systèmes d'information, on se dit que c'est compliqué de les réaliser. Les systèmes d'information, surtout complexes, comme le projet que nous avons, mais qui est encore plus complexe, le projet du Ségur, tel qu'il a été fait et conçu par les équipes de Laura Letourneau et Dominique Pont.
C'est très complexe, très compliqué, et ça prend du temps. Et il y a des process informatiques qui sont en cours. Donc vous avez parlé de vague 1 du Ségur. Dans cette vague 1 du Ségur, ça permet aux professionnels de santé d'alimenter automatiquement le DMP, la base de données. Donc pour nous, nos logiciels sont maintenant tous compliants par rapport à cette vague 1, et je confirme que les notes de vaccination des pharmaciens sont toutes dans le DMP. Donc et c'est tellement fort, c'est tellement important qu'on a eu en novembre dernier, j'ai eu un coup de fil de la direction du numérique en santé en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé? On a multiplié par 2 l'alimentation du DMP, parce qu'en fait on avait mis 1 million de notes de vaccination dans le DMP. Et donc par rapport aux chiffres standards du nombre d'alimentation du DMP par les hôpitaux, par tous les autres acteurs, tout d'un coup c'était x2. Je dis ouais, c'est les notes de vaccination. Vous nous avez demandé de mettre les notes de vaccination, donc du coup on les met. Et donc ça fait 1 million de plus de notes de vaccination dans le DMP. Mais ça, c'est fait par nous, c'est pas fait par tout le monde, et déjà l'alimentation est incomplète. Par contre, la visualisation, qui est le Ségur numéro 2, là, elle est au niveau 0. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas fait, on est en train de faire le cahier des charges. Et la visualisation, ça va permettre aux médecins, et à nous aussi, j'en ai peur d'ailleurs de la visualisation, je ne vous cache pas, hein, parce que quand j'aurai la visualisation, eh bien, je vais avoir le dossier médical de synthèse qui va apparaître. Tout le dossier médical? Le dossier médical de synthèse, la note de dossier médical de synthèse. Je vais avoir le compte-rendu de biologie qui va apparaître. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais avoir... Vous voyez comment fonctionne le DP? Bon, toi non, mais eux oui. Donc, le dossier pharmaceutique, concrètement, quand vous avez identifié le patient, actuellement avec sa carte vitale, mais demain avec son INS, à partir du moment où le dossier remonte, et quand vous regardez l'historique, vous avez vos dispensations et celles des confrères. En temps réel, sur l'ordinateur, sans que vous ayez à le chercher. Ce que dit Agnès, c'est que là, actuellement, elle est obligée de quitter son logiciel métier, de rentrer sur le web DMP, éventuellement, pour aller voir si par hasard il y a quelque chose qui l'intéresse. Demain, dans la Ségur 2, tout remontera automatiquement. Et donc elle saura que le pharmacien a fait une vaccination, que tel et tel acteur, et ça, c'est majeur. Mais mon pari à moi, fin 2026. Oh, tu rigoles, ça sera bien plus tard. Après l'ordonnance électronique, alors? Après l'ordonnance électronique, c'est une catastrophe. Je veux dire, moi, dans mon officine de Limoux... Pourquoi? C'est génial, le projet. C'est génial la façon dont c'est fait. Tout va bien dans l'ordonnance électronique. Mais dans mon officine de Limoux, je n'en ai pas vu une seule encore. Ça y est, tu en as vu une. Moi encore, je peux dire, à ce jour-là, où ça doit être généralisé théoriquement au 1er janvier, à ce jour, j'ai 20 médecins, c'est pas en désertification médicale, Limoux, hein, j'ai plein de médecins, tout va bien. Je n'ai pas vu une seule. J'ai même pas pu le tester. Mon logiciel est capable de les accueillir. Hein. Si jamais j'en ai une, je fais waouh et je scanne et j'essaye de voir comment ça marche. En janvier, ça va être. Mais j'en ai pas vu une seule. Donc le déploiement, enfin, la phase informatique, c'est produire du cahier des charges, demander aux informaticiens de bien vouloir développer, contrôler ce qu'ils ont développé, déployer chez les professionnels de santé. Et dire aux professionnels de santé, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez bien vous servir de l'outil nouveau que je vous ai donné? Voilà. Et tout ça, dans cette rédaction. Hein. C'est pas facile. Donc ça demande du temps. Non, merci. Avec le micro, ça devient compliqué. Merci Marie. Il faut tout faire ici. Il faut tout... Donc je vais peut-être compléter le propos sur l'outil informatique. Nous, notre logiciel métier, c'est ce qui nous permet vraiment de suivre le patient, de faire de la prévention, de faire des dépistages, de faire ce suivi dans la durée des questions portant sur le dépistage qui fait qu'il y a une efficacité. Donc il est fondamental. Notre logiciel métier, c'est notre outil de travail. Ah. Vous avez entendu, je refais pas le... Il est fondamental, c'est votre outil de travail, absolument. le DMP. On
le logiciel médecine. Quand même, on est vraiment de plus en plus nombreux à rentrer les données de façon structurée. Le vaccin, je note son numéro de lot, la date, le nom, le machin, à un endroit là. Ce qui m'intéresse, c'est pas de voir un PDF dans le DMP, ça je l'ouvrirai pas, c'est hors de question. C'est que le vaccin vienne s'inscrire comme les résultats de biologie dans nos logiciels au bon endroit, au milieu des nôtres, et qu'on ait pharmacien Tartampion à vacciner. Voilà. Et ça, c'est ni demain ni après-demain. Moi, je suis dans le 18e arrondissement, je ne me suis pas présentée plus précisément, je suis dans la Goutte d'Or. Je suis installée depuis 1990. Une petite parenthèse, vous avez évolué, mais je pense qu'il n'y a pas un métier qui a autant évolué que le médecin généraliste traitant. Je ne fais plus du tout la même chose qu'il y a 30 ans, ni de la même façon, et on travaille en interprofessionnalité, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, je referme la parenthèse. Des Diallo Mamadou, j'en ai 500. Fatoumata, 1000. J'ai essayé de valider l'INS parce que j'ai voulu faire ma bonne élève. Trop bien pour aller regarder dans le DMP du patient. Un monsieur qui avait fait son dépistage du cancer colorectal, on y était enfin arrivé, mais il n'avait pas le résultat. Enfin bref. Donc j'ai voulu faire le truc. Ça m'a créé un deuxième dossier. Ça m'a empêché d'arriver au premier. Du coup, la carte vitale était sur le deuxième qui était vide, mais pas sur le premier. C'est terminé, plus jamais ça, quoi. Et tous mes patients, ça sera pareil. C'est pas demain la veille que pour une patiente telle que celle-là, j'arriverai à ouvrir et puis tout ça pour arriver à voir quand même le lendemain que le dossier du patient était fermé. Bon, voilà. Donc il y a la réalité des choses et ils ont lancé toutes ces délégations de tâches, comme ils appellent ça, avant même que les outils soient opérationnels. Donc ça pose vraiment un problème parce que du coup il n'y a pas de continuité. Merci docteur. Je termine. L'exemple d'Agnès est vraiment parlant. En fait, elle a conçu un logiciel qui est interpro. C'est-à-dire qu'en fait, dans son logiciel, c'est un logiciel médecin, mais qui est également interpro. Elle travaille avec les infirmiers, avec tout le monde. Et tout remonte effectivement de façon structurée. Le problème, c'est que c'est un phalanstère, son truc. C'est-à-dire, en fait, elle n'est pas connectée au vaste monde. Et donc, le truc, c'est que à partir du moment où on se dit, moi j'ai des médecins spécialistes dans les hôpitaux qui voudraient bien savoir aussi le calendrier vaccinal de la personne qu'ils ont en face d'eux, en fait, ils ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils ne sont pas connectés à son outil. Donc, le médecin spécialiste hospitalier, lui, il veut avoir aussi la vision parce que c'est important pour lui d'avoir le suivi vaccinal, notamment en période Covid. Ça aurait été important d'avoir ça. Donc ça, donc là il y avait un truc particulier qui avait été fait pour le Covid, donc ils y arrivaient, voilà, tout le monde pouvait avoir le statut vaccinal de tout le monde, mais avec des sécurités qui étaient vraiment pas supportables. Le sujet, c'est que c'est Schlumpeters, le truc d'Agnès. Elle a un truc qui marche, qui fonctionne, et le remplacer par un autre truc, ça écrase son travail de des années. Donc c'est horrible. Il nous reste quelques minutes pour vous tendre le micro, si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Et Guillaume. Alors, il y a Guillaume. Oui, bonjour à tous. Guillaume, je suis responsable de l'économie au sein de l'USPO. J'avais une question pour Madame Giannetti. Vous nous avez évoqué 2 points qui me paraissaient intéressants à approfondir. L'économie, le modèle économique des médecins et notamment des médecins généralistes et l'avenir métier. Aujourd'hui, et l'avenir de votre métier. Aujourd'hui, vous avez un modèle économique qui est basé essentiellement sur l'acte, qui est un modèle économique qu'on sait concurrentiel entre professionnels de santé. Aucun pays qui a réussi à développer l'exercice coordonné l'a fait avec un modèle économique tel que l'acte majoritairement. Donc, est-ce que vous ambitionnez de transformer une partie de votre modèle économique, et notamment sur des rémunérations à la capitation, des rémunérations sur des objectifs partagés? Ça, c'est une première question, même si j'entends que vos troupes trouvent ça beaucoup moins lisible que l'acte. Également, un deuxième biais dans votre modèle, c'est que finalement, vous êtes incité à faire des actes courts, donc forcément, où vous n'avez pas forcément la plus grande utilité. Et troisième élément, c'est qu'en cas d'augmentation de votre acte, en cas d'augmentation du montant de votre acte, je suis très bien placé pour vous le dire, parce que
ma petite sœur est médecin généraliste et j'ai beaucoup d'amis médecins généralistes, me disent, bon, notre acte a augmenté, pour ne pas payer plus d'impôts, je vais diminuer mon nombre d'actes et je m'en porterai pas plus mal à la fin de l'année. Et c'est je crois entendre Monsieur Fatome. Et c'est un des éléments qui va se produire dans les prochaines années. Donc ça, c'est ma première question, c'est quelle perspective à moyen terme, au-delà de l'augmentation de l'acte. Je vais essayer de ne pas oublier la moitié de tout ce que vous m'avez dit pour répondre. Et le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui... On va peut-être laisser Guillaume, répondre à cette première question un peu roborative. Bon, AMG France, on est pragmatique, on n'est pas dogmatique. Donc l'histoire forfait, pas forfait, on est les promoteurs du forfait, on est les promoteurs de l'interprofessionnalité. Hein, c'est nous qui avons porté les MSP, les CPTS, Azalea et ainsi de suite. Donc de toute façon, on n'est absolument pas dogmatique en disant il faut tel truc et pas tel autre. Dans le monde entier, quand on regarde les systèmes de santé et les modes de rémunération des médecins, ce qui semble le plus pertinent, parce qu'on s'est dit, ok, on passe à la capitation, pourquoi pas, enfin on a invité des économistes, on a carburé là-dessus, hein. Toutes les hypothèses sont permises, on est là pour réfléchir. Ça tient pas, ils ont coulé le système anglais comme ça, hein, par la capitation. Et on peut se poser la question, pourquoi il y a une telle passion du président de la République d'un seul coup pour la capitation intégrale? Il adore les professionnels de santé, il adore les médecins généralistes du jour au lendemain. C'est étrange. Non, c'est une façon de pouvoir dire, un diabétique, ça me coûte tant, je mets tant par patient, et donc je sais mon système de santé, ça me coûtera tant dans l'année. C'est tout simplement pour ça. Et après, je serre la vis. C'est ce qu'ils ont fait en Angleterre. Le système anglais, il est par terre. Donc, en fait, un équilibre entre forfait et acte, c'est ça qui est pertinent. Parce que oui, il faut du forfait. Oui, ça incite à travailler avec les autres plus que l'acte. Être poussé aux actes faciles, ça, c'était la médecine d'il y a 40 ans. Comme je vous dis, le temps de consultation, dans les faits, il a augmenté de 48%. Donc, nous ne faisons pas marcher la machine à consultation rapide. Qu'il y en ait quelques-unes dans la journée, ça nous allège et franchement, ça fait du bien de souffler entre 2 cancers et 3 diabétiques qui comprennent rien à ce qu'on leur raconte. Donc, vous aussi, vous avez des délivrances qui sont plus compliquées que d'autres. Je pense que ce qu'il faut dans notre système de santé, pour tous les professionnels, c'est que s'occuper de gens compliqués, vieux, malades chroniques, avec des problématiques psychosociales, ça doit être mieux rémunéré qu'une angine ou une cystite. Ça nous prend du temps et c'est du temps utile parce que c'est de la santé publique. Donc il faut un mix forfait-acte. Et d'ailleurs, la nouvelle version, alors quand est-ce qu'elle sera opérationnelle, du forfait médecin traitant avec le volet prévention dedans, à mon avis, est tout à fait intéressant en ce qui concerne l'interprofessionnalité. Donc oui, un mix, oui, avec une part du forfait qui augmente, mais on ne peut pas bâtir aussi le grand soir révolutionnaire dans une profession, j'y crois pas. Tout mettre par terre avec un risque majeur d'un système qui fait fi de tout ce qui existait avant, j'y crois pas, la profession suivra pas et le truc tiendra pas. On a un système de santé qui est tellement en difficulté en ce moment, que ce soit hôpital, ville, chacune des professions, qu'on a besoin de tout le monde. De tout le monde, celui qui exerce seul, celui qui est en MSP, donc il faut aider chacun des professionnels de santé, que ce soit pharmacien, médecin sur le territoire. Il ne faut pas l'handicaper. Donc oui à l'interprofessionnalité, oui à une part forfaitaire qui augmente, oui à une meilleure valorisation de la complexité, de la lourdeur des patients. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout parce que merci docteur. Beaucoup de choses. Merci. Une dernière question. Ilan d'abord. Ilan, notre nouveau président de l'ANEF. Et après, il faudra... Bonjour à tous, Ilan Rakotandreni, donc président de l'ANEP, donc étudiant en pharmacie. On parle beaucoup d'interprofessionnalité, notamment de compréhension entre professionnels de santé. J'avais justement une question à vous poser. Comment faire évoluer la formation pour que justement, en tant que futur professionnel de santé, on arrive à se comprendre et plus tard, du coup, à travailler ensemble? La réponse, elle est à la fois simple et à la fois compliquée. Pourquoi elle me fait rire? Parce que déjà, pendant les études de médecine, les étudiants, ils viennent quasiment pas en ville. Ils sont happés par l'hôpital. Donc déjà, dans une même profession, on ne se connaît pas forcément et c'est aussi pour ça que c'est compliqué et que notre profession est difficilement attractive parce que les gens, enfin les étudiants ne la connaissent pas tout simplement. Hein. Donc la réponse simple qui est évidente, c'est d'aller faire déjà
des stages dans les différents lieux de travail pour se rendre compte concrètement à ce qu'on fait les uns les autres. Et probablement des sessions communes sur des sujets partagés. Donc oui, c'est important de travailler ensemble et de mieux se connaître. Oui. Pour te répondre un petit peu, on est en train de, tu le sais, peut-être ton bureau national sera l'élu, on ne sait pas, ça fait 9 ans qu'on est dessus. On est en train d'essayer de réformer le 3e cycle des études pharmaceutiques. Dans ce 3e cycle des études pharmaceutiques, on va avoir un peu plus de temps. Les étudiants, donc, en ville, en fait, et dans les officines, mais peut-être pas que, dans les CPTS ou en tout cas dans les interpros. Donc là, chez les médecins généralistes également, il y a un développement quand même, malgré tout, des stages d'internes en médecine générale. Ouais, mais tout le monde n'en fait pas. Une fois que oui. Une fois qu'ils ont choisi la médecine générale, oui, ils oui. arrivent enfin. Donc ça signifie que de votre côté à vous, ANEPF, ANEMF, enfin les organisations nationales, vous devez peut-être imaginer pendant le temps où ils sont en ville, enfin en apprentissage dans les officines ou dans les cabinets de médecine générale, eh bien, dans les structures d'exercice coordonné, il y a peut-être des temps de travaux en commun qui peuvent être organisés. Ça se construit. Mais en tout cas, c'est ce momentum-là qu'il faut avoir. On a essayé, nous, à l'époque, dans notre jeune temps, d'organiser la même chose en envoyant les pharmaciens à l'hôpital. Parce qu'on s'est dit, comme Agnès vient de le dire, les étudiants en médecine sont à l'hôpital. Donc, nous, on va aller à l'hôpital. Donc, on a fait une 5e année hospitalo-universitaire, où on voit des médecins, effectivement. Mais ce n'est pas les mêmes, ils sont à l'hôpital. Donc, nous, on veut les voir en ville. Donc, ça veut dire qu'il faut que dans nos terrains de stage, on organise ces temps communs. Éric Millon. À la CPTS Paris 8, on n'essaye pas, on le fait en fait. Les stagiaires qui viennent peuvent passer une journée chez un cardiologue, dans un labo, chez un généraliste. Et la dernière fois, ça tombe bien, un interne en cardio est passé une journée à la pharmacie. Et quand une dame est venue pour ses bas de contention, il a été intrigué par son œdème, il avait son stéthoscope avec, elle faisait une décompensation cardiaque, elle a été opérée le lendemain. Donc c'est vachement utile en fait. Christophe Le Gall, je crois que vous aviez une dernière, alors vraiment la dernière question, s'il vous plaît. La dernière. Donc merci pour l'intervention des médecins, c'est vrai que ça permet de mieux comprendre le quotidien. Juste la première chose, c'est que l'État puisse comprendre que la mise en place des nouvelles missions et vos entretiens nécessite des soutiens informatiques. Et on sait que dans l'informatique, il faut souvent 2 ans pour mettre en place quelque chose qui a été imaginé. Donc ça serait bien que l'État comprenne qu'on n'aura pas les fruits de ce travail-là avant 2 ans. Et ce que vous nous disiez était important à ce niveau-là. Et puis là, après, c'est par rapport à, puisqu'on est aujourd'hui parler d'économie, c'est que le pharmacien et que les comptables, experts comptables puissent expliquer au même titre que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est que les missions, les entretiens doivent être mis au niveau des investissements, dans la ligne des investissements, dans la case des investissements, puisqu'on a vécu pendant 70 ans sur l'image qu'on avait du pharmacien qui fabriquait les médicaments, qui était prescripteur dans les années 50. On a vécu sur cette image pendant 70 ans et qu'aujourd'hui, réaliser ces missions, ces entretiens, c'est le vrai pari qu'on aura une légitimité demain parce que le monde a changé et qu'aujourd'hui, si on ne prouve pas tous les jours qu'on a un intérêt à travailler et à être rémunéré pour notre travail, la société a suffisamment changé pour qu'on n'ait pas les fruits dans les années qui viennent. Donc là, la meilleure façon d'améliorer nos économies dans les années qui viennent, c'est de faire ces missions, même si elles ne nous rapportent pas d'argent à l'heure actuelle. Voilà. Merci Christophe. Ce sera le mot de la fin pour cette table ronde passionnante. Merci messieurs, dames. Merci beaucoup.